Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux conférences philosophiques du dimanche soir, 18h30, 27 décembre. Mathieu Martel avec vous directement du loft du philosophe près du marché Jean Talon. Alors nous étions cet après-midi ensemble pour un tirage d'un exemplaire de chacun de mes ouvrages, bien sûr, et ça a très bien été. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Alors, j'ai mis la photo de mes ouvrages disponibles. Si vous voulez m'écrire pour en commander un, n'hésitez pas sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Donc, salutations à tous et à toutes. Donc, je ne sais pas, on est rendu à combien de rencontres pour la période des fêtes. Disons en une semaine, peut-être à une dizaine de rencontres. Ce n'était pas prévu et c'est toujours comme ça à un certain niveau. Je me laisse être et aller avec le flow. Donc, n'hésitez pas pour interagir avec moi ce soir, étant donné qu'on ne peut pas se rencontrer de manière directe, mis à part pour une promenade. Nous allons ce soir nous entretenir à travers la plateforme Facebook Live. On a aussi des ateliers et des petites conférences sur Zoom plus intimistes où on peut se voir, interagir. Voilà, n'hésitez pas pour me dire bonjour pour m'avertir de votre présence. Dans le clavardage, dans la section clavardage, je vous commente, je réponds à vos questions et j'interagis, je me laisse inspirer par vos propos, bien sûr. Donc, je vais en profiter pour saluer les gens qui sont là. Salutations Isabelle de Québec, Isabelle de Saint-Eustache, Mélanie de Laval, Vanda de Montréal, Niki aussi de Montréal, Fessel de Tunisie, Annie de Montréal, Rose-Héléna de Québec et plusieurs autres. Finalement, Nico, la peintre, donc Nico, l'artiste, qui doit être à Saint-Sauveur peut-être ou à Montréal. Salutations, ça faisait longtemps. Chantal aussi, qui est nouvelle peut-être avec nous. Et bien sûr, Julie Manon, qui est avec nous, Doris aussi. Donc j'espère que vous portez bien. On est une vingtaine ici. N'hésitez pas pour commenter, pour me poser des questions. Et ce soir, on s'entretient sur notre sujet principal. Notre sujet principal porte sur la pratique du oui et du non. Donc, titre quelque peu inusité, inorthodoxe. Comment dire, un titre qui est très ouvert. Qu'entendons-nous par pratique du oui et du non? Hein? Donc, qu'est-ce qu'un oui et qu'est-ce qu'un non? Donc, est-ce qu'il est question ici du consentement? Est-ce qu'il est question de l'affirmation de sa volonté, d'un positionnement lié à un choix? Est-ce qu'il est question d'une prise de décision? Avons-nous des problèmes, des difficultés à nous positionner dans la vie, avec un oui ferme et un non ferme, ou à nous décider à partir pour clarifier nos intérêts, clarifier nos décisions importantes? Sommes-nous capables d'être en accord avec ce que nous ressentons profondément en nous-mêmes et ainsi affirmer un oui ou un non? Car le non est aussi une forme d'affirmation, mais je vais commenter les deux tout à l'heure. On va essayer de définir, de clarifier ces termes, bien sûr. Donc, salutations à Pascal aussi. Je ne sais pas si Pascal est dans le bois en ce moment ou il est à Montréal. Salutations à Anne-Marie de l'Outaouais, Fadila et Suzette de Montréal avec nous. Merci d'être là. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Alors, vous savez, bon, pour les nouveaux qui sont ici, c'est grâce à Audrey que je fais des petits Facebook Live depuis le mois de mars. Donc, on est rendu à notre 9e mois et demi à peu près. Et on a des rencontres aussi sur Zoom. Écoutez, les amis, si je m'étais posé la question en décembre 2019, à savoir si un jour je ferais des Facebook Live et des Zooms, la réponse aurait été non. Voilà que la vie est mystérieuse. Si on m'avait demandé, Mathieu, vas-tu sortir un livre en 2020? Ma réponse aurait été plutôt non. Hein? Et Mathieu, si on t'avait demandé, vas-tu donner un nouveau cours de philosophie au collégial crois-tu donner un nouveau cours de philosophie au collégial en 2021? Ma réponse aurait été non. Et finalement, oui, je donnerai un nouveau cours de philosophie au collégial, même deux.
et je vais remonter un nouveau cours de philosophie sur le bonheur. Oui, et si on m'avait demandé, vas-tu donner des ateliers, j'aurais dit jamais. Et finalement, j'ai donné des ateliers au mois d'octobre. Donc, vous voyez que, comme disait Nisargadatta Maharaj, hein, on a beau tout prévoir, on a beau tout vouloir anticiper, organiser, mais la vie nous surprend. Il y a beaucoup de chances qu'on rencontre l'inconnu, hein, qu'on fréquente l'inconnu, qu'on soit surpris, qu'on soit ébranlé et même, étonné par des prises de conscience, des chocs, des changements dans notre vie. Et c'est merveilleux ici. La vie, je trouve que ma vie, paradoxalement, elle est quand même vivante malgré le temps de la perspective de la pandémie et du confinement. Si on est capable de transformer ce qui nous arrive. Mais il y a tellement de... J'espère que vous avez aussi vécu de beaux moments, de belles transformations et aussi des changements notoires. Hein. On s'est tous et toutes remis en question cette année et durant les 9 derniers mois, et je crois que c'est quand même tant mieux. Voilà, ce soir, nous allons réfléchir. Pourquoi j'amène ce sujet-là, la pratique du oui, du non? Hein? Pourquoi je veux m'interroger, réfléchir sur la question de la pratique du oui, du non? Peut-être parce que quelquefois, nous avons de la difficulté à clarifier, hein, premièrement, à clarifier, à savoir si, à clarifier notre position face à une situation. Hein. Avant de dire oui ou non, il faut peut-être observer, ressentir, être en contact avec une situation dite qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à à nous positionner. Hein? On est face à une situation qui nous ébranle, qui nous étonne. Et lorsqu'on nomme ce moment, ou cette situation, lorsqu'on l'identifie, c'est que ce moment-là nous concerne, nous touche profondément, sinon on ne l'appellerait pas une situation. Donc, il y a toujours une part affective avant, en rapport avec un événement, une situation, avant que l'on se positionne. Donc, c'est toujours peut-être important de se demander comment, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Hein? Donc, pensez à une de vos situations. Essayez de la décrire. Qu'est-ce qui se passe? Hein? La situation qui m'interpelle, de quoi s'agit-il? Sommes-nous capables de la constater, de la décrire, d'être à l'écoute de celle-ci? Premièrement. Deuxièmement, comment je me sens face à cette situation-là, le deuxième niveau? D'abord, la reconnaître, la décrire, et ensuite de se demander comment je me sens. Est-ce que je me sens coincé, enthousiasmé par cette situation-là, j'ai envie de fuir, j'étouffe, etc. Deuxième élément, comment on se sent? Ensuite, qu'est-ce que je fais face à cette situation-là? Donc, on a d'abord le constat, le ressenti, et qu'est-ce que je décide de faire? Donc là, on peut se mettre à réfléchir, mais bien sûr dans ma perspective philosophique, on ne peut pas juste réfléchir rationnellement. On doit impliquer, bien sûr, le corps en entier. Donc, tantôt, on a appris à décrire la situation, à la ressentir. Ensuite, on se demande qu'est-ce qu'on a le goût de faire, mais avant de se positionner, de se décider avec un oui ou un non par rapport à la situation, on peut se demander, réfléchir sur cette situation-là et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, mais avant, est-ce que je peux l'analyser en quelque sorte? Mais une analyse, disons, qui implique tout l'être. L'aspect énergétique, l'aspect affectif, intellectuel et peut-être même spirituel. Donc, essayer d'avoir une vision holistique de la situation.
Je vais revenir, Pascal, sur ton commentaire dans quelques instants. Et là, on est devant cette situation-là, puis on se demande que dois-je faire? On peut se dire, je l'ignore, j'hésite, etc. J'ai pas assez de recul. Ou on peut dire, bon, je l'ignore, je le sais pas. Je suis pas prêt à me décider. Donc, voilà pourquoi le sujet de ce soir apparaît. Hein? Avant de pratiquer l'exercice, avant de s'exercer, de se positionner avec un oui et un non, il y a plusieurs moments qui se déroulent. Ça se déroule très rapidement. Souvent, des fois, on a du recul pour réfléchir, mais j'ai essayé de ce soir vous montrer comme 4 étapes. La description, le ressenti, la réflexion holistique, et après, on se demande qu'est-ce que je fais. Et là, comment vérifier si je dis oui à une situation, c'est un bon choix? Et comment vérifier, en fin de compte, si je dis non à une situation, j'ai pris une bonne décision? Et c'est souvent à ce niveau-là que nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs. Nous avons peur peut-être de faire une erreur, de passer à côté d'une opportunité, comment dire, de se tromper, de faire une erreur, de le regretter, de blesser quelqu'un, de déplaire à quelqu'un. Souvent aussi comme raison de ne pas être aimé par l'autre parce qu'on prend une certaine décision. OK? Donc, on est face à toute forme d'éléments qui viennent nous interpeller. Je prends une petite pause, je salue tout le monde. Je vais revenir à mon sujet. Donc, je vais revenir sur le thème du oui et du non dans quelques instants. Salutations à Daniel, à Pascal, à Nicole, à Suzette, Fadila, Anne-Marie, Pascal, Nico, Julie Manon, Chantal et compagnie. Merci d'être là ce soir en si grand nombre. À Evelyne aussi qui vient d'arriver. Je vais commenter vos propos. Donc, ce soir, on réfléchit ensemble. Je réfléchis avec vous sur la notion de la pratique du oui et du non. J'en étais rendu au point où pourquoi c'est difficile d'assumer un oui. Disons, oui, je déménage. Oui, je quitte mon emploi. Oui, je sors d'une relation, je quitte. Oui, je me réoriente dans une carrière. Donc, le oui implique toujours, bien sûr, dans son revers, un non. Par exemple, je vais reprendre ce que je viens de dire. Si je dis oui à une nouvelle carrière, je vais en quelque sorte délaisser peut-être ou faire le bilan sur celle que je suis en train de pratiquer en ce moment. Et cet après-midi, on me demandait dans une discussion, est-ce que je dois quitter une situation d'abord et entamer et emprunter un nouveau chemin après? Hein? Donc, est-ce que je ferme une porte d'abord pour en ouvrir une autre après? Hein? Donc, fermer une porte, ça serait un peu la symbolique de dire non à quelque chose. On ferme la porte. On peut même aussi s'harmoniser avec notre décision. Comment dire? On peut dire, bon, c'est assez, je suis rendu ailleurs. Donc, les amis, c'est une question qui m'a été posée cet après-midi. Est-ce que je dois quitter ma situation actuelle et après chercher une nouvelle porte? Hein? Donc, est-ce que je dis un non d'abord et un oui après? Ma réponse à mon interlocutrice a été la réponse suivante. Premièrement, tu sens que tu veux quitter ta situation actuelle. Donc, les amis, je parle en général. Quitter un emploi pour un autre, quitter le pays, quitter une relation, quitter une association avec quelqu'un, ou délaisser ou se séparer. Qu'est-ce qu'on aurait aussi quitté un domaine d'études pour un autre? Okay? Donc, des rites de passage, okay? Des passages obligés. Donc, dès qu'on commence à douter
à réfléchir, à se demander si on devrait quitter, c'est qu'on est déjà dans un processus. Là, on a juste la pointe de l'iceberg, qui est l'aspect réflexif, mais on est déjà travaillé intérieurement par la vie en nous-mêmes. Donc, ce que j'ai répondu à mon interlocutrice, c'est que, bon, la personne était travaillée par un questionnement. Elle se demande, est-ce que je ferme la porte d'abord pour en ouvrir une autre après? Moi, ce que j'ai répondu, les amis, je vais être honnête avec vous, je me suis dit, tu sais déjà intuitivement que tu vas fermer la porte, mais tu ne sais pas quand ça va se faire. Quand cela se fera de manière officielle, là, c'est officieux. Tu es dans le processus. Le plus important, c'est que tu es en mode de doute, de réflexion, et comme disait notre ami Daniel de Sainte-Thérèse, face à une situation, lorsqu'on doute d'une situation, je reprends l'adage de Daniel, il n'y a pas de doute que cette situation-là est problématique ou nous pousse à la remise en question. Je remercie Daniel pour son adage qui est merveilleux. Certes, on pratique toujours le doute, mais lorsqu'il y a du doute, il n'y a pas de doute que cette situation-là est en mouvance. Cette situation-là nous pousse à la remise en question. Cette situation-là nous invite vers le changement. OK? Donc, je reviens à mon point, je ne veux pas perdre mon fil. J'ai dit à la demoiselle cet après-midi, moi, ce que je ferais, tu sais que tu es en remise en question, ouvre-toi aux multiples opportunités, mais reste centré dans ton être. Reste en contact avec ton intuition. Donc, ouvre-toi aux multiples possibles. Reste attentive à l'écoute et ne force pas les choses. Et il va sûrement avoir des opportunités qui vont se présenter. Donc, ouvre-toi aux différentes portes, mais reste en contact avec le centre de ton être, l'aspect intuitif. OK? Par la suite, tu iras clore ta porte qui est en train de se fermer. Ne ferme pas la porte d'abord. Ouvre-toi à la vie, au vivant, aux multiples possibles. Et lorsque ton nouveau chemin se sera tracé, se tracera à travers les rencontres, les signes, à travers les intuitions, les rêves, etc., les symboles. Une fois que tu auras entamé ton nouveau chemin qui te ressemblera, qui sera l'image de tes pensées et de ton intuition, tu pourras aller faire un beau rituel d'harmonisation puis fermer la porte de cette porte qui est entrouverte et qui va sûrement se refermer. Et tu peux la remercier. Après, tu peux remercier ce passage, ce moment de ta vie. Voilà. Je vais y aller avec les commentaires. Je vais revenir à mon sujet dans quelques instants. Il y a des commentaires. J'ai besoin d'interagir. Je vais commencer avec Pascal ici. Pascal nous dit qu'il y avait eu beaucoup de difficultés dans le passé à mettre ses limites car il disait souvent oui de manière rapide. Aujourd'hui, il sent l'importance de retrouver son nom pour ralentir, pour moins se précipiter dans un oui. Ça, c'est bien, Pascal, je vais le commenter. Quelquefois, on dit oui aux propositions extérieures qui semblent excitantes, enthousiasmantes, mais d'abord, est-ce que le oui est à l'égard d'autrui, à l'égard de ce que ça procure en nous? Est-ce qu'on s'est arrêté pour se demander, est-ce que j'ai profondément le goût? Est-ce que je le ressens? Puis si je décide de dire oui, est-ce que je le fais profondément pour mon être? Est-ce que je le fais par respect, comment je pourrais dire ça? Par le souci de mon être. Est-ce que je le fais par amour pour moi-même? D'abord. Ou je le fais pour m'évader, pour fuir, pour plaire à autrui, pour ne pas me sentir coupable.
euh, pour surfer sur, comment dire, surfer sur des modes de l'addiction ou quoi que ce soit. Hein? Donc, posons-nous la question. On peut s'arrêter avant de dire oui à quelqu'un. On peut se demander, est-ce que c'est un oui pour nous-mêmes? Et si c'est un oui pour nous-mêmes, après on pourra dire un oui à autrui. Donc, posons-nous la question, à qui ou à quoi, nous dirait Nietzsche, à l'intérieur de nous-mêmes, disons-nous oui? À quoi? Puis après, on peut regarder des critères. Est-ce qu'on se sent léger? Est-ce qu'on se sent bien, enthousiasmé? Notre puissance augmente, etc. Ce sont peut-être des critères de vérification de notre décision, de notre oui. Si on se sent fatigué, lourd, contraint, etc., c'est peut-être pas un bon oui. Ça aurait peut-être dû être un non. Mais d'abord, prendre la décision envers soi-même. Après, on pourra dire à l'autre oui ou non. C'est d'abord envers soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. On a oublié le toi-même. Spinoza, d'abord, persévérer dans son être. Nietzsche disait, lui, augmenter sa puissance, se surpasser, mais d'abord persévérer dans son être. Je vais aller avec d'autres commentaires. Merci d'être là. Je suis en feu ce soir. Je suis très content. Merci au petit thé noir du camélia, un thé à l'érable, un bon thé. Evelyne nous dit que dire non sans penser que ça blesse les autres, ça offense les autres, ça déçoit les autres, c'est difficile. Peut-être, Evelyne, en passant d'abord à se demander pour toi-même, est-ce un oui ou un non, cette situation-là? Et une fois qu'on est bien en notre conscience avec cette prise de décision-là, ça va être plus facile, d'abord être bien avec soi-même, après c'est plus facile de le communiquer. Mais c'est sûr que l'autre est libre, hein, les amis? L'autre est libre de vous rejeter, de vous abandonner, de péter une crise, d'être déçu. Mais l'important, c'est d'abord être bien avec soi-même, avec cette prise de position-là. Voici mon premier commentaire. Bon, Fadila. Donc, ça va dans le même sens qu'Evelyne. Merci d'être là, tout le monde. Fadila nous dit d'écouter son intuition ou son instinct, le meilleur guide, hein, comme disait notre ami Saint-Augustin, le maître intérieur. Ou le daimon de Socrate, qui lui disait, le daimon, qui l'empêchait de faire certaines actions. Mais on a un maître intérieur, on dit, qui nous incite à saisir l'occasion, le kairos, le divin kairos, les opportunités, dire oui. Et de surfer sur la vague du flow, hein, bien sûr. Ça peut être un oui. OK, on me pose des... OK, Aurélie, qu'est-ce qu'un rituel d'harmonisation? Je vais vous expliquer, j'en ai fait un avec mon dernier appartement. En fait, compte, c'était l'appartement de Nico, hein, que je salue ici. Quand j'ai quitté mon ancien appartement, mon ancien loft du philosophe, le premier loft, là, c'est le deuxième ici, en quittant, j'ai remercié le lieu. Merci de m'avoir permis de me reposer, de prendre une pause dans ma vie. J'ai fait un remerciement global et j'ai laissé le lieu tout à fait propre pour la prochaine personne qui allait venir. J'ai remercié, puis je dis, je me dirige vers une nouvelle direction. Donc, un rituel d'harmonisation, c'est d'avoir une reconnaissance envers un individu, envers un emploi, envers un lieu, pour faire la paix, harmoniser et être prêt à un nouveau départ. Hein, car la vie est faite de changements et de nouveaux départs. Donc, remercier le lieu, remercier les gens, remercier nos collègues, pour partir énergisé et en paix. Voilà. Je vais avec un commentaire de Pascal, après je vais revenir à mon sujet. Pascal nous dit, il n'y a pas vraiment de mauvais choix
Il n'y a que des conséquences. En effet, tout choix implique de l'aspect positif et négatif, des conséquences. Voilà. La responsabilisation face au choix, quelque chose de difficile quand même, pas facile, mais qui nous empêche, parce qu'elle nous dit, de blâmer autrui. En effet. Et souvent, les Américains ont une vision assez optimiste des choses. Ils ont des adages intéressants. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences formatrices. Les amis? Donc, pourquoi avoir peur? Nous sommes dans l'expérimentation consciente. Et nous pouvons rebrousser chemin. Dans la perspective existentialiste de Jean-Paul Sartre, on se redéfinit. On est toujours face. On peut se réinventer et annuler nos choix, s'ouvrir à d'autres opportunités, remettre un rendez-vous, revenir sur notre parole. Ça demande beaucoup d'autonomie et de pratique, mais oui, absolument. On peut se redéfinir et n'ayons pas peur d'expérimenter consciemment. Et on apprend toujours absolument des erreurs. C'est pour ça, réaffiner son tir. Je vais avec Nico maintenant. Nico dit qu'elle trouve qu'il est difficile de quitter le confort. Et en plus, elle semble dire que ce débat qu'elle mène envers elle-même est confortable aussi. Je pense que c'est à deux niveaux, Nico. Je vais travailler la première partie de ta question. Donc, tu trouves qu'il est difficile de quitter le... Qui ne trouve pas, en effet, le confort? C'est les habitudes, c'est les repères, etc. Mais si, un peu comme les philosophes grecs, comme un peu les cyniques, on se prépare à toute éventualité et on fait face à la nouveauté et on voit la vie comme des passages. Il est peut-être plus facile. C'est un processus de détachement et d'initiation. Imaginons, là, vous commencez un nouveau sport. Il faut se laisser 3 semaines d'adaptation. Quand vous quittez un ancien lieu, il faut se laisser 3 semaines d'adapter. Premièrement, quitter un nouveau lieu, c'est difficile. Et se réadapter à un nouveau, imaginez, il y a 2 épreuves quand on quitte un lieu, quand on déménage. On se détache d'un rapport, d'un lien avec un lieu, et on recrée un nouveau lien avec un nouveau lieu. Pensez-y, c'est pour ça que certaines expériences dites ultimes comme le deuil, tout ce qui est détachement, qui est arrachement à un lien avec autrui, n'est pas facile. La perte d'emploi, le deuil, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un accident, c'est difficile parce qu'il faut réapprendre à vivre. Je vais aller avec le commentaire de Niki. Des fois, on dit oui trop vite, bien sûr. Après, on est prêt avec notre décision. On ne peut pas revenir en arrière de peur de décevoir, oui. Mais il faut risquer, essayer de revenir sur notre décision. Les autres vont apprendre à nous connaître et à accepter cela. En se le permettant, ça devient de plus en plus facile. On peut se pratiquer. Et surtout quand on a de la distance, si vous avez de la distance, vous prenez mettons que vous avez un événement, une rencontre le samedi, vous avez dit oui à la personne le lundi. Mais là, il vous reste 5 jours pour vous repositionner. C'est plus facile lorsqu'il y a de l'espace entre vos rendez-vous ou entre vos rencontres qui impliquent autrui. Merci, Nico. Je reviens à notre sujet. Donc, voilà, vous savez que mon approche est toujours basée sur l'enthousiasme, l'inspiration, le ressenti et le laisser-être. Alors, on est rendu à notre prise de décision. Tantôt, j'ai parlé, je vous ai laissé, avant d'ouvrir une parenthèse, qu'on s'ouvrait à de multiples possibles pour écouter son intuition, pour faire entamer un nouveau chemin qui est lié à une nouvelle porte. Et après, on allait refermer la porte, harmoniser. Et après, on est pris, une fois qu'on s'est décidé, qu'on a dit non, oui,
je suis un nouveau chemin et oui, en fin de compte, je ferme cette porte. Et non, je ne vais plus, disons, travailler dans ce domaine pour m'orienter vers un nouveau domaine. Donc, on fait l'exercice du oui et du non. Les deux sont importants. Un de mes amis avait sorti un aphorisme à ce sujet. La pratique du oui et du non. Hein, c'est comme... c'est ce qui alimente le feu en nous. Hein. Le frottement du oui et du non. On a besoin du oui et du non lorsqu'on frotte deux pierres pour allumer un feu. Si on dit simplement oui à tout le monde, à tout, comme dans le fameux film Yes Man, Jim Carrey se rend compte à un moment donné dans le film que il disait oui à tout le monde, mais il ne s'était jamais demandé si ça lui tentait. C'était donné un défi de dire oui à tout pour sortir de sa zone de confort. Mais à un moment donné, il dit « Oh, je suis allé trop loin. » Est-ce que le oui adressé aux événements, adressé aux autres, est un oui pour moi? Donc, c'est toujours la question du oui pour moi. On a beau vous offrir de l'argent. Je pose la question à mes élèves. Serez-vous prêt à coucher avec quelqu'un pour 1 million de dollars? Tout le monde, la plupart disent oui. Et certains de mes élèves m'ont dit même pour 10 000, pour 1 000, je le ferai. OK? Donc, posez-vous la question. Êtes-vous prêt? Est-ce que votre oui est lié à vos valeurs profondes? Hein? Est-ce que vous vous dites oui à vous-même ou à l'appât du gain, à l'attrait? Quand vous prenez une décision, est-ce que vous la prenez de manière holistique en considérant tout votre être? Ou vous dites oui à des avantages basés sur la raison, sur l'argent? Posez-vous la question, est-ce que mon être a le goût de cela? Est-ce que c'est global? Je reviens aux commentaires. Oui, absolument, Pascal. Le oui et le non sont tout à fait interreliés. Faire plus de place à son non pour que ton oui soit davantage chantier et ancré. Tu as raison. Il y a tout le temps, dans la pratique d'un oui pour quelque chose, hein, le oui est sélectif. Il va exclure certains éléments et ça fait partie du choix, mais on veut toujours choisir le mieux pour nous-mêmes selon la situation. Donc, à un moment donné, on m'avait proposé des conférences, donc de faire partie d'un calendrier. Non, pas d'un calendrier, d'un catalogue de conférences offerts aux bibliothèques. On m'offre un montant qui est moins que je demande. J'ai dû négocier pour avoir le minimum que je demandais. Deuxièmement, on m'interdisait de vendre mes livres. Troisièmement, là je suis dans le descriptif, les amis. Troisièmement, j'allais me retrouver dans un catalogue et j'allais devoir voyager à Laval, à Longueuil, à Montréal, en lien avec des dates choisies par l'organisateur. Je dis oui à la personne, mais je reviens chez moi et j'avais dit oui, là. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis positionné en disant oui à un prix en bas de mes attentes. Oui à perdre un peu de ma liberté en étant mis à travers dans un catalogue en étant moins autonome. Et c'était quoi le troisième oui? Oui, à beaucoup de déplacements et de ne pas choisir quand est-ce que les conférences auront lieu, puis le fait de ne pas pouvoir vendre mes livres. Je suis revenu chez moi, j'ai écrit un courriel à la dame. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'avais dit oui. Comment j'ai pu rattraper la chose? J'ai dit, après mûre réflexion. Donc, j'ai réfléchi à nouveau, puis je me suis dit, le montant que vous m'offrez ne me convient pas. Je ne me sens pas libre dans votre système de conférences en vente par catalogue. Et troisièmement, je ne peux pas vendre mes livres. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour l'intérêt. Au revoir. Et là, je n'ai eu aucune réponse des organisateurs parce que je les décevais dans leur... Ils étaient à la pêche là, de quelques conférenciers. Mais moi, j'étais tellement très content et fier
de mon positionnement en toute clarté. Donc, lorsqu'on dit, on peut revenir sur notre décision. L'important, c'est d'être clair avec soi-même, d'être bien avec ces critères qui supportent notre oui ou notre non. Mais quelquefois aussi, on n'est pas obligé de se justifier à l'égard d'autrui. Mais c'est sûr que si on est dans un contrat ou une relation amicale ou quoi que ce soit, demeurons éthiques. Manon, Julie Manon dit bon, tout doit se faire en conscience, bien sûr, et en cohérence avec notre profonde nature. Voici une belle formule. Donc, les amis, revenons à un point chez Spinoza, je vais commander Suzette après. Spinoza déclare que c'est le désir et la conscience du désir qui est l'essence de l'être humain et que nos choix doivent tout le temps être orientés vers un désir que nous avons clarifié au niveau des idées. Admettons, je désire aller donner des conférences à Paris. Ça, c'est une clarification d'un désir par rapport aux conférences. Spinoza dit toujours y aller par la voie de l'affirmation. Je ne dis pas « je suis tanné de donner des conférences à Montréal ». Je ne déclare pas « j'ai envie d'éviter Montréal pour donner des conférences, donc je fuis à Paris ». Vous voyez ici que je le ferai par dépit dans ma formulation. Donc, avant de prendre une décision, au lieu de dire simplement « je suis tanné d'être dans ce domaine-là, donc je veux me trouver un autre domaine », partez donc à la recherche de ce qui vous inspire. OK? Donc, clarifiez vos idées. Le désir fonctionne mieux avec des idées claires, des intentions claires. Le moteur, le désir va nourrir ces aspirations-là. Hein? Bon, discutez, mettons que vous cherchez quelqu'un pour une relation. Est-ce que vous allez affirmer « je recherche une personne, je suis tanné des infidèles, je suis tanné des menteurs, je suis tanné des gens qui cherchent des relations pas sérieuses ». C'est pas clair. Dites ce que vous recherchez de manière claire. Donc, oui, vous dites non, vous le savez que vous dites non à certains éléments. OK. Le non sert peut-être à discriminer ce que vous ne voulez pas, mais de préciser ce que vous ne voulez pas ne clarifie pas ce que vous voulez. Donc, le meilleur moteur, ce sont des idées claires. Je reviens aux commentaires de Suzette. N'hésitez pas à me poser des questions, à émettre des commentaires. Ce soir, le sujet du 27 décembre, dimanche, 18h30, c'est la pratique du oui et du non. Pourquoi est-il difficile de dire oui ou de dire non? Hein? Répondez-moi à cette question-là si ça vous intéresse. OK, donc il y a des conseils. Suzette dit qu'elle s'est fait conseiller de ne jamais répondre à quelqu'un lorsqu'on est furieux, sous le coup de l'émotion. En effet, on peut peut-être le regretter, on n'est peut-être pas dans un état stable. Et à part de ça, ne jamais faire une promesse lorsque nous sommes très heureux. Mais pourquoi faire des promesses? Posons-nous la question. Devons-nous faire des promesses? Et les promesses, est-ce qu'on peut les tenir? Puis on ne sait pas ce que va amener la vie. Moi, je refuse les promesses. Il n'y a que des rendez-vous, les amis. Donc, allons-y à la Éluard. Hein? Il n'y a pas de coïncidence. La phrase d'Éluard, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous. Moi, je dis, laissons faire les promesses. Et c'est un adage grec. Hein? Dans les fameuses sentences des sages grecs,
Est-ce que c'était les sentences delphiques? Il y en avait une sentence grecque, c'est ne prête jamais caution. Donc, faites attention à vos promesses. Ça va plutôt être vous mettre dans l'embarras que d'autres choses. Écoutez, les conseils, ne jamais prendre de décision lorsque nous sommes tristes. Nous allons prendre des décisions lorsque nous sommes tristes, des fois enflammés, etc. Nous allons pratiquer les promesses, mais il arrivera ce qui arrivera et on pourra, bien sûr, raviser ou réviser notre position par la suite. Un peu à la Jean-Paul Sartre, je crois que notre morale nos prises de décision éthiques se font en situation de manière imaginative et créatrice et que bien sûr d'adhérer à des principes normatifs, religieux ou des principes bétonnés, inflexibles, ça ne peut que nous décevoir ou nous amener des fois des problèmes, à moins que nous ayons une propension pour l'obéissance à des principes et que ça convienne à notre nature, bien sûr. Donc, les amis, j'en profite pour vous saluer. Mathieu Martel directement du Love du philosophe pour un petit live du dimanche. Dimanche prochain, 13h, je vais réfléchir sur le Carpe Diem d'Horace, cueille le jour, hein? Une sentence utilisée, bien sûr, reprise chez les poètes disparus. Le fameux film de Peter Weir, 1989. Et nous allons nous voir ce dimanche après. Puis un jeudi soir, on a une rencontre Zoom le 7 janvier. Bien sûr, j'ai dit 3 janvier, 7 janvier, sur Oser dire oui à l'existence. Donc, je vais en profiter pour saluer les gens qui sont présents. N'hésitez pas avec vos questions. Salut Isabelle Saint-Pierre, Isabelle Varin, Mélanie, Vanda, Niki, Fessel, Annie, Roselena, Nico, Chantal, Manon, Doris, Pascal, Anne-Marie qui était là ce matin, Fadila, Suzette, Nicole, Daniel de Sainte-Thérèse, Evelyne, Julie Manon, Aurélie. Merci d'être là, les amis, en grand nombre. Wow, quelle belle rencontre ce soir. Salutations à tous et à toutes. Niki nous dit, lorsque nous sommes serviables de nature, il est difficile de dire non. Mais est-ce que cet élan, Niki, te fait du bien? Donc, d'être serviable, d'être altruiste. Si ça va en accord avec ta propre nature, tant mieux. Si par contre, tu commences à y voir des problèmes ou des difficultés, hein, et tu commences à te questionner sur ton attitude, peut-être, bon, c'est pas facile, mais de pratiquer le fait de mettre ses limites et simplement pour, une prochaine fois, encore mieux servir autrui, être là pour autrui, etc., hein, de refaire le plein. Des fois, on peut, par souci d'autrui, s'oublier soi-même. Hein, les gens qui sont dans le soin envers autrui, l'aide envers autrui, souvent s'oublient. Pascal dit dire non me permet de sentir mes limites et me procure une liberté d'être. La liberté d'être, Pascal, tu l'as déjà. Disons qu'elle te la conserve. Hein? Le fait de dire non, c'est que j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin, je ne sais pas trop, de sentir justement, de ressentir l'espace de ma liberté d'être et je mets mes limites. Tu peux dire à quelqu'un, j'ai 3 heures à t'accorder en ma présence, mais après, j'ai besoin de prendre une pause. Mais souvent, c'est mal reçu par les gens hein, quand on passe à nous-mêmes. Bon. OK, je comprends, oui. Daniel, Daniel, le karma nous le rend bien. Quand on fait quoi, Daniel? Juste préciser là, comment le karma intervient là-dedans. OK. OK, oui, je comprends. C'est pas toujours confortable de mettre ses limites. Ben oui, pourquoi? Pourquoi, Pascal? Parce on vit avec autrui, en relation avec autrui, et les autres fonctionnent différemment, ont des désirs différents. Et voilà, c'est pas facile. Et là, tu vis avec l'inconfort, mais ouais, par peur d'être rejeté, je peux comprendre. On ne veut pas être rejeté. Mais, faites attention. On a peur d'être rejeté, mais est-ce qu'on se rejette nous-mêmes en ne se respectant pas?
OK. OK, le regard d'autrui, ouais, c'est ça, le regard d'autrui. Bon, salutations à Lucie qui vient nous amener ici un petit commentaire. Je vais commenter ici. OK. Bon, mes sympathies à Lucie qui est allée voir sa mère au funérailles. Donc, sympathie à Lucie. Oui, tu es infirmière, tu dis souvent oui, je comprends. Hein? Quand on vous demande de faire du surtemps, on dit oui. Mais on peut s'oublier, c'est souvent ça, les gens qui sont dans le soin, dans l'aide à autrui, etc. Il y a un oubli de soi et quelquefois on peut aller trop loin. Hein? Comme dit Spinoza, il ne faut pas s'oublier. Pour mieux servir et aider autrui, il faut avoir du temps pour soi, pour refaire ses forces. Se retrouver, s'inspirer, faire le plein de ressourcement. Hein? Très bien. Salutations à Nico. Merci d'avoir été là. À la prochaine, Nico. Très intéressant. On peut se faire abuser si Nicole nous dit, si on ne sait pas dire non. Absolument. Je me rappelle avoir dit non à quelqu'un. Et parce que j'avais dit non à cette personne, m'avait traité d'égoïste, d'incapable d'amour, etc. Ça, ce sont des mots dirigés vers nous. Mais comme dit Sartre, on peut les annuler. Les autres nous font des commentaires, mais ce qu'ils nous concerne, est-ce que leurs propos nous concernent toujours? Ils peuvent nous aider à faire un reflet sur nous-mêmes, mais les propos ne nous concernent pas toujours. Souvent, les gens s'expriment au nom de leurs propres valeurs. Hein? Ils vivent dans leur bulle. Isabelle nous dit dire oui lorsqu'on se sent en harmonie avec nous-mêmes, aligné. On peut aider pour des raisons, pour être aimé et pour être apprécié. Donc là, on est dans l'attente. On n'est pas dans ce que Nietzsche appelait le débordement, la source qui se nourrit elle-même. Pourquoi le fait-on? Est-ce qu'on le fait par le simple? Parce que aimer, c'est aussi donner, mais donner en restant en accord avec soi-même, par plaisir de s'exprimer, d'être, etc. Daniel veut revenir sur son point. Ce que pensent les autres de nous n'est pas notre problème, en effet. Et si c'est notre problème, hein, c'est peut-être que nous avons des attentes d'être aimés, d'être acceptés, d'être validés. Hein, parce que j'avais croisé une bouddhiste à l'époque qui me dit « Pour qui te prends-tu pour donner des conférences? » Hein, j'ai dit « Pour qui Bouddha se prenait-il pour méditer? Hein, pour commencer de méditer. » Donc ici, il est question d'audace, il est question de risquer, il est question de suivre son élan. Et là, écoutez, si j'avais écouté tous les commentaires des gens autour de moi, est-ce que j'aurais écrit des livres? Est-ce que j'aurais donné des conférences? Est-ce que, si on écoute les autres, on va aller où les autres? On va être dans le regard de l'autre, on va être prisonnier du regard de l'autre. Non émancipé, on perd notre liberté d'être, de liberté de s'exprimer. Merci Daniel pour ton commentaire. Savoir reconnaître notre valeur, nous dit Isabelle, mais aussi savoir exercer ses capacités. Et comme disait Nietzsche, hein, j'ai le sentiment que je suis capable d'exercer telle capacité et j'aime ça. Peut-on vous priver, les amis, de faire... Moi, si quelqu'un m'interdit de faire des conférences, d'écrire ou faire quoi que ce soit, je ne veux pas rien savoir de cet individu-là. Hein, vous saviez tous les commentaires que j'ai eus. Et moi, je continue parce que j'apprécie l'exercice de mes capacités. Bon, quand notre éducation est basée sur l'obéissance, bien oui, c'est bien sûr, c'est difficile aussi de critiquer lorsqu'on est habitué d'obéir à des principes religieux, politiques, etc. Puis que la vérité vient de l'extérieur, bien sûr. On se rappellera la phrase de Krishnamurti, « La vérité est un pays sans chemin ». Krishnamurti, on lui avait dit « Tu es le Messie. Tu es le prochain Messie.
Il était très jeune. Il avait été pris sous la tutelle de Blavatsky, non, de Anne Besant et compagnie, tout ça. Et on voulait le faire le prochain messager de l'humanité. Et il a refusé. Allez lire sa belle lettre de Krishnamurti où il refuse d'être présenté comme étant un sauveur, un messie. Il a toujours combattu, disons, à assumer sa liberté profonde et il a même déclaré que la vérité est un pays sans chemin et aucune organisation mondiale, je répète, aucune organisation mondiale, structure, hiérarchie ne possède la vérité et ne peut nous l'imposer et peut nous l'imposer de quelconque façon. Hein? Que ce soit. Donc, les amis, oui, mais Chantal, tu as raison, c'est difficile de s'affirmer. Mais c'est encore plus difficile de ne pas s'exprimer, de ne pas assumer ses positions et de ne pas être vivant en assumant son être. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des révolutions dans l'histoire, pour renverser des pouvoirs et d'autres pouvoirs se sont faits. Hein? En ce moment, on est dans une belle petite dictature sanitaire. Hein? J'espère que vous êtes lucide. Et on se posera la question, qu'est-ce que vivre vraiment, les amis? Hein? Voulons-nous vivre vraiment, être vibrant, être vivant, s'exprimer, créer, s'affirmer, être actif? Ou, je reviens à mon point, ou finalement se sentir prisonnier. Daniel nous dit, dire oui à une action faite par joie, désintéressée est à souhaiter. Dire non par manque d'intérêt et plein d'aversion est aussi à souhaiter. Voilà 2 critères. Donc, Daniel, merci de Daniel me ramener dans le sujet. Hein? Est-ce que vous prenez votre décision basée sur la joie et l'enthousiasme, l'intérêt, le goût? Et est-ce que vous exercez votre non en disant « ça ne m'intéresse pas, j'ai de l'aversion envers cela, je n'ai pas d'intérêt, ça ne me motive pas. Hein? » Donc, Daniel touche vraiment 2 points. Nos 2 critères. On dit non à certaines choses parce qu'on manque d'intérêt, parce que ça nous répugne, parce qu'on n'est pas attiré. Et on dit oui d'abord parce que ça génère de la joie, de l'enthousiasme et de l'intérêt. Revenons à la base. Le désir, comme dit Spinoza, est un élan, un appétit envers quelque chose. Et quand on nous dit, les amis, voici le bien auquel il faut obéir, c'est un bien abstrait, c'est un bien formulé à partir de certains pouvoirs. Mais le bien, c'est ce que vous désirez et ce qui est conforme à votre nature. Bien sûr. Et vécu en conscience. Merci d'être là, les amis. Quelle soirée vivante en ce 27 décembre. Hein, il fait noir tôt, mais très belle soirée. Merci d'être là parmi nous. Alors, les amis, la pratique du oui et du non, hein, ça implique vraiment une transformation de nous-mêmes. On ne pourra pas fuir cet exercice du oui et du non. Hein? Qu'est-ce que nous dit Descartes? Est-ce que nous exerçons notre liberté basée sur des mauvaises raisons, basée en choisissant le pire, en choisissant le mal? Est-ce que nous exerçons notre liberté en demandant à notre voisin de choisir à notre place? Est-ce que nous décidons d'obéir par peur, d'obéir par soumission à des principes dits bons et convenables pour notre nature, ou nous voulons exercer le oui dans la direction de l'épanouissement de notre être, c'est-à-dire de l'augmentation de notre puissance d'exister? Nous disons oui à ce qui nous rend créatifs, vivants. Nous disons oui à ce qui nous inspire, nous enthousiasme.
Mais nous demeurons des expérimentateurs conscients et nous pouvons nous repositionner sur la route de l'exercice de nos choix. OK, Niki nous demande de faire un live sur la dictature sanitaire. J'ai donné allez écouter ma conférence qui répond un petit peu à la position de la dictature sanitaire. Allez écouter mon live sur qu'est-ce que vivre vraiment ou vivons-nous vraiment. Ça répond un petit peu là-dessus. Je ne voulais pas m'éterniser sur la dictature sanitaire. On présume que c'en est une, ou on pense, ou c'est une opinion, voilà. Mais voilà, allez écouter mon live sur qu'est-ce que vivre vraiment. Donc, les amis, ce soir, notre sujet était la pratique du oui et du non. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Anne-Marie, merci à Niki, merci à Isabelle et compagnie. On était un très grand nombre ce soir, près de 30 personnes dans ce live. Tous mes vidéos sont titrées et disponibles. Notre prochaine rencontre officielle sera le 3 janvier sur le Carpe Diem d'Horace, le 7 janvier sur la qu'est-ce qu'un fou et qu'est-ce qu'un sage, réflexion comparative, et aussi le 7 janvier au soir, oser dire oui à l'existence dans un petit groupe Zoom. J'espère que vous allez être là. Ceux qui veulent s'inscrire, allez voir ça dans mes annonces. Les petites annonces sont là jusqu'au 31 mars. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je poursuis montée noire. Je ne sais pas si c'est un thé Darjeeling, je ne sais pas trop. Merci à tous et à toutes. Et vous allez recevoir vos livres, hein, ceux qui ont été pigés pour des livres et ceux qui ont commandé des livres, ça part demain matin. Donc, s'il y en a d'autres qui sont intéressés à certains livres, écrivez-moi ce soir. Le courrier part demain. Merci à tous et à toutes pour cette petite heure. Merci à Pascal, à Fadila, Véronique et compagnie. Merci d'avoir été là. À bientôt. Laissez-vous être, écoutez votre être et bon processus d'exercice du oui et du non. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Merci Daniel.